Bonjour et bienvenue dans Chapitre 0, le podcast produit par Hardigan. Aujourd'hui, nous accueillons Garance Solveig pour la sortie audio de son roman « Les cerisiers fleurissent aussi la nuit », paru chez Charleston en février 2025. Yuna, médecin à l'hôpital de Kyoto, reçoit un jour la visite de sa sœur Ama, gravement malade. Pour la sauver, elle envisage d'abord une greffe de moelle osseuse, mais au moment des analyses, Yuna réalise que Ama n'est pas sa sœur biologique. Elle se lance alors à la recherche de la famille biologique de sa sœur. Sa curiosité et sa volonté de sauver sa sœur l'amèneront à se pencher sur l'histoire de la Seconde Guerre sino-japonaise. Ce livre transporte son lecteur à travers les époques et les drames d'une famille prise dans le courant de l'histoire. Garance Solveig, bonjour. Bonjour, enchantée d'être ici avec vous. Votre livre est très documenté et présente à la fois les aspects quotidiens de la vie japonaise et chinoise des années 1940, mais aussi l'histoire politique. Comment avez-vous procédé à vos recherches pour retranscrire cette réalité ? Alors déjà, je suis fascinée par la Chine et le Japon depuis que je suis toute petite, donc je baignais un petit peu dans cette ambiance. J'avais lu beaucoup de romans déjà. Quand j'étais petite, j'écrivais des histoires avec des eunuques et des concubines dans des palais, enfin bref. Et puis, je savais que je voulais écrire une histoire autour de la Chine et du Japon, et je savais pas trop sous quel angle l'aborder. Puis j'ai vu qu'il y avait un grand intérêt des gens pour la Seconde Guerre mondiale, et je me suis dit que ce serait intéressant de leur présenter la Seconde Guerre mondiale sous l'angle asiatique. Et là, j'ai commencé vraiment à creuser, à lire beaucoup de livres d'historiens, de compilations de témoignages aussi, de japonais, qui avaient de toutes les couches de la société japonaise et de comment ils avaient traversé la Seconde Guerre mondiale. Et ça m'a apporté vraiment énormément de détails pour le roman. Des choses aussi vraiment réelles et concrètes, que la manière dont les femmes devaient être habillées à l'époque, le fait qu'elles devaient même pas avoir le moindre ornement sur leur kimono, même une petite broderie dorée sur le col d'un kimono, ça passait pas. Ce genre de choses. Qu'elles ont dû donner tous leurs bijoux pour les faire fondre, pour soutenir l'effort de guerre, qu'on a même fondu les cloches des temples. Tout ça m'a beaucoup imprégné pour écrire le roman. J'ai lu des livres de sociologie aussi pour comprendre la mentalité. Aussi beaucoup de romans, bien sûr, parce que c'est quand même une source inépuisable aussi de documentation. Et des films comme Le Dernier Empereur qui m'a apporté beaucoup de visuels. Et voilà, et tout ça a vraiment beaucoup nourri le roman. Est-ce que pour vous, c'est l'un des rôles de l'écrivain d'éclairer les faits historiques et des faits aussi graves surtout ? Oui, je pense que c'est très important, en tout cas, de toujours se souvenir de l'histoire, parce qu'on a vu qu'une des premières choses que font les dictatures, par exemple, en arrivant au pouvoir, c'est de supprimer les cours d'histoire. Donc c'est vraiment très important, et les romans ont cet avantage de pouvoir dire la grande histoire en la mêlant à la petite, en la portant plus près de nous, parce qu'on va la mêler à des personnages qui vont nous sembler plus attachants, plus proches de nous, à des familles, à des secrets. Et c'est ça vraiment la magie de la littérature finalement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de lecteurs qui m'écrivent pour me dire merci beaucoup, parce que c'est vrai que ça aurait pu être très aride ce genre de sujet, mais en fait dans ce roman finalement je me rends compte que ça m'a captivée, ça m'a appris beaucoup de choses, et voilà, c'est vraiment le gros plus des romans. Au début du roman, Hiromi, journaliste et reporter de guerre, semble croire en une union et une harmonie des peuples mandchous, chinois et japonais, malgré la violence exacerbée dont elle est, à plusieurs reprises, le témoin direct. Comment est-ce que vous expliquez cette forme de dissonance chez elle ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'occupation japonaise en Asie a été extrêmement dure, extrêmement cruelle, mais elle était aussi imprégnée d'une sorte de messianisme et d'idéologie, a priori, très positive, en fait. Le Japon, il se présentait un peu comme le grand frère des autres pays d'Asie, et il allait les mener vers la voie du progrès. C'était aussi une espèce de... Il voulait mettre en place une sphère de coprospérité asiatique et s'opposer aussi à tous les Blancs, tous les Européens qui avaient colonisé la Chine et d'autres pays d'Asie depuis très longtemps. Donc au début, les autres pays asiatiques ont vu le Japon effectivement comme un sauveur. Et Hiromi, donc, qui est une japonaise mais aussi métisse, parce qu'elle a du sang chinois, elle ne fait pas exception à la règle. Et elle pense vraiment que la colonisation japonaise en Mandchourie, qui est un pays un peu moins avancé, va beaucoup aider. Et effectivement, petit à petit, elle est témoin de plusieurs actes d'une violence croissante qui vont la faire basculer. C'est-à-dire qu'elle est ébranlée quand même, ça fait son chemin, et il y a un moment où c'est plus possible et où elle bascule complètement, et elle peut plus du tout cautionner ça. Justement, les personnages féminins de votre livre sont des femmes fortes qui font face à des situations hors normes. Que vous inspirent ces femmes, surtout, moi je pense surtout à Hiromi et Yuna en particulier ?
Alors, c'est vrai que j'ai choisi des personnages forts parce que je voulais qu'on ait des rôles modèles à qui s'accrocher pendant la lecture du roman. C'est un voyage au long cours, un roman, et je trouve que c'est important d'être bien accompagné. Alors, j'ai voulu choisir des femmes fortes justement pour que le lecteur se sente totalement entre de bonnes mains. Effectivement, Yuna, c'est une spécialiste des greffes de moelle osseuse, c'est une sommité nationale dans son domaine. Et Hiromi, c'est une journaliste qui a été sur le front, parce qu'à un moment, elle était complètement embarquée dans l'armée japonaise. Elle a couvert la campagne de Chine, et ça existait déjà à l'époque. Il y avait déjà des femmes pionnières, et je trouvais intéressant de les mettre en évidence. Yuna et son père, comme vous l'avez dit, sont médecins spécialisés en hématologie. Le livre semble filer la métaphore du sang, car il réfère aussi à une certaine idée de la pureté, promue par une partie des Japonais de l'époque. Comment analysez-vous ce thème du sang ? Oui, tout à fait. C'est vrai que pendant l'écriture du roman, ça m'est apparu effectivement que le sang revenait beaucoup. Alors, le Japon a longtemps été imprégné par une idéologie raciste. Ça, c'est vrai. Il y avait toute cette idéologie de la pureté de la race japonaise. Et c'était particulièrement fort au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est aussi pour ça que l'armée japonaise a commis des graves exactions en Asie. En réalité, c'est un peu comme les nazis. Les peuples colonisés étaient considérés comme des races inférieures. Et ça fait froid dans le dos parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, ça ouvre la porte à tout. Les femmes de réconfort, les expériences scientifiques atroces, il y a les brutalités au quotidien, il n'y a aucune limite. Donc voilà, et ça, je voulais montrer que ces idéologies de pureté du sang, de la race, c'est extrêmement dangereux parce que ça aboutit à ça. Et effectivement, ce sont aussi des médecins spécialisés dans le sang. On a Yuna qui découvre qu'elle-même est atteinte d'une maladie du sang parce qu'elle découvre qu'elle est séropositive au début du livre. Et tout ça se faisait écho, effectivement. Je trouvais que ça rappelait bien le thème de la pureté du sang aussi. Et justement, j'allais poser une question sur effectivement le VIH, qui est aussi un sujet du livre, vous l'avez dit. Pourquoi avoir fait ce choix et comment est-ce que vous analysez la réaction de Yuna En fait, le livre est construit sur 2 périodes. On a toujours un chapitre en 1944, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, en Mandchourie, et puis un autre chapitre en 1993, au moment où Yuna, justement, cherche un donneur compatible pour sa sœur. Et à l'époque, au début des années 90, en fait, le sida, c'était vraiment la grande angoisse de tout le monde. C'était la maladie qui explosait. On savait absolument pas comment la guérir. Dramatiquement parlant, je trouvais ça fort que ça tombe sur ce personnage principal au moment où elle doit sauver sa sœur, qu'elle-même se retrouve face à cette maladie épouvantable, et justement elle va le mettre de côté parce qu'elle se dit moi j'ai quand même un peu plus de temps que ma sœur finalement. Et c'est vrai que ça permet aussi de se plonger dans toute cette horreur du début des années 90 et du début du sida. C'était vraiment la préoccupation majeure à l'époque. Et c'est une maladie justement dans laquelle on se sentait souillé. Enfin, c'est un peu la maladie des homosexuels, des déviants, enfin dans l'imaginaire de l'époque. Et je trouve que par rapport à la thématique de la pureté du sang, de la race, etc., qui imprègne le père de Yuna, justement, c'était une sorte de retour très cruel que sa propre fille soit affectée d'une maladie du sang comme ça, complètement tabou à l'époque, quoi. Quelles sont les œuvres musicales, littéraires ou cinématographiques qui vous ont inspiré pour l'écriture de ce roman, s'il y en a ? Ah oui, bien sûr. Le Dernier Empereur, bien sûr, le film qui m'a vraiment énormément inspirée, notamment pour toutes le Manchukuo, et puis certaines références à la Cité interdite et à toute la dynastie impériale chinoise. Et puis La joueuse de Go de Shansa aussi, qui est un livre très très fort qui se passe justement dans la Mandchourie occupée par l'armée japonaise en 1937. Avez-vous d'autres projets littéraires en cours ? Oui, tout à fait. Oui, je suis en train d'écrire un autre roman historique à double temporalité, aussi pour les éditions Charleston. Donc voilà, écriture en cours. C'était Chapitre 0, un podcast signé Hardigan. Envie de passer nous voir ? Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @PlayHardigan.